Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie du bilan cinéma de l'année 2018. Dans cette vidéo, je vais parler de 18 films parmi les 50 que j'ai vu cette année qui sont... Ok, ils ne sont pas assez mauvais pour être dans un flop, ni assez bons pour être dans un top. Ils sont bien, mais ils ont tous au moins un petit truc qui les a empêchés d'être mieux classés pour moi. Car oui, dans cette vidéo, concrètement, aucun des films que je vais évoquer n'a été un moment désagréable pour moi. Je précise que je vais parler de ces films dans l'ordre de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai le plus aimé, donc de celui qui a failli finir dans le flop à celui qui a failli finir dans le top. Et on commence tout de suite avec Ant-Man et la guêpe. Le principal problème de ce film, c'est que c'est un film de transition qui met en pause les événements dans la chronologie du MCU et surtout dont les enjeux sont ridicules en passant après Infinity War. En soi, le film est plus que correct, il divertit bien et possède quelques bons arguments. La relation entre Scott Lang et sa fille est touchante, le méchant est intéressant et assez bien développé pour créer de l'empathie pour lui. Et le climax est franchement bien foutu. Mais au sein de la saga Avengers, le film fait tâche en brisant la continuité du build-up auquel on assiste depuis 10 ans. Un peu comme Spider-Man Homecoming l'avait fait l'année dernière. Donc voilà, de bonnes idées, une histoire au moins divertissante, mais totalement dispensable du MCU, n'échappant pas en plus à quelques incohérences et étant très banal dans sa mise en scène. Scooby-Doo et Batman, l'Alliance des héros. Un film d'animation au concept assez farfelu mais qui fonctionne bien, l'idée de créer un crossover entre l'univers décalé de Scooby-Doo et celui de Batman l'Alliance des héros qui est une série plus légère que les autres. Et puis c'est pas plus con que de faire un crossover avec le groupe Kiss ou avec les catcheurs de la WWE. Mais tu sens que le résultat reste au final très hétérogène, un des univers s'occupe du scénario et l'autre plante le décor. C'est dommage car en l'état actuel, c'est divertissant mais ça va pas plus loin. Accident Man. Un petit film d'action qui par certains points a des relents de Kill Bill. Le héros qui appartient à un groupe de tueurs à gages et qui cherchera à se venger d'eux suite à un événement impliquant sa moitié. Alors, c'est une bonne référence, mais c'est très en dessous de Kill Bill. Il y a quelques longueurs dans les scènes d'action qui rendent ces dernières assez peu inspirées dans leur mise en scène, il y a certains personnages vite expédiés et 2-3 détails de mauvais goût, mais ça reste globalement correct et je le conseillerais aux plus curieux. La malédiction Winchester. Le dernier film des frères Spierig, réalisateurs de Daybreakers et du récent Jigsaw. Il y a un certain potentiel qui se dégage de ce film, ça se ressent dans son esthétique et dans sa direction d'acteur. Mais en termes d'effroi, le film joue beaucoup la carte du jumpscare, et en dehors d'un qui est vraiment efficace, c'est assez prévisible au sens où tu te dis « ça va faire boue, ça va faire boue, ça va faire boue, ça va faire... oh, ça a fait boue ». Malgré ça, je vois un certain potentiel dans le travail des frères Spierig et j'arrive à apprécier leur travail. Et s'ils arrivent à corriger ce souci du jumpscare, il y a moyen qu'ils nous offrent un vrai bon film sur lequel il n'y aurait aucun reproche à faire. Death Wish. Le premier film de l'année signé Eli Roth. C'est un plutôt bon film de vengeance, assez extrême sur les bords vu que le film n'hésite pas à montrer des morts plutôt gore. Et si l'envie de vengeance du personnage incarné par Bruce Willis est compréhensible, le film ne fait pas l'erreur de légitimer les actes perpétrés par ce dernier. Il y a un débat proche de celui des films Batman sur la légitimité des actions du protagoniste, avec comme sujet un personnage complètement opposé à Batman. Franchement, le film est plein de bonnes idées, même si sur l'aspect technique, il reste assez lambda. Tomb Raider. Esthétiquement bien foutu et assez proche de la récente nouvelle direction artistique de la licence vidéoludique, le film est scénaristiquement assez prévisible et tombe parfois dans l'écueil du fanservice en ayant certaines scènes proches de la cinématique d'un QTE. Néanmoins, il s'agit du premier vrai film divertissant estampillé Tomb Raider dans le bon sens du terme. Non, parce que ça, c'est à la limite du nanar, et ça, c'est juste de la merde. Chroman. C'est un bon film d'animation, un bon film en stop motion et un bon film drôle sur le foot. Cela dit, je l'ai trouvé moins prenant que d'autres productions des studios Harman, et j'ai eu la sale impression que leur technique d'animation en pâte à modeler avait fait son temps. J'ai vraiment apprécié le film, mais en y repensant petit à petit, il paraît moins important parmi les productions du studio et marquera moins qu'un Chicken Run ou un Wallace et Gromit. Et c'est pour ça qu'il n'est que dans le bof. Suicide Squad Hell to Pay. Premier film d'animation DC Comics dont je parle dans ce bilan, largement supérieur au film live Suicide Squad, ce long métrage souffre plus de la comparaison avec un autre film, à savoir Batman Assaut sur Arkham. Le côté moins terre à terre de ce film est à mon goût moins prenant que les péripéties dépeintes dans Assaut sur Arkham. Cela dit, il reste un bon film sur la Suicide Squad. Il est juste un tout petit peu moins marquant qu'Assaut sur Arkham,
ou que d'autres films d'animation DC Comics sortis cette année. Zombie, le dernier film Disney Channel et oui, moi qui ai grandi avec les High School Musical, j'ai bien aimé ce téléfilm. Je dirais même qu'il est meilleur que les High School Musical, ne serait-ce que dans sa production design un peu plus recherché et travaillé. Alors, c'est loin d'être du grand cinéma, ça reste un téléfilm Disney Channel, avec une histoire, des personnages et une morale adaptée à ce genre de film. Certains diront que c'est juste une merde de par son étiquette téléfilm Disney Channel, mais j'assume complètement le fait que j'ai vraiment apprécié les chansons et les efforts fournis dans ces téléfilms pour qu'à défaut de créer un fond plus original, la forme soit plus travaillée que dans un High School Musical, un Camp Rock ou un Descendants. Franchement, ce film est dans une zone entre plaisir coupable et film correct. Le labyrinthe, le remède mortel. La conclusion de la saga que l'on n'attendait plus trop. Et je crois que c'est ça qui joue en sa défaveur. Car en soi, la saga du labyrinthe est une plutôt bonne saga de divertissement, mais le fait d'avoir dû repousser la sortie du troisième volet, de manière complètement justifiée, fait que petit à petit le public s'est désintéressé du projet. Car aussi bonne soit cette saga, elle n'est pas forcément marquante, et aussi bon soit ce troisième volet, il passe après un très bon deuxième opus et paraît légèrement décevant pour une conclusion. Et oui, parfois l'appréciation d'un film c'est juste une question de timing. Casse-Noisette et les 4 royaumes. Sans hésiter le Disney le plus moyen de l'année. On a un bon protagoniste similaire à Alice Kingsley et un bon univers qui évoque un peu Narnia, surtout dans les premières scènes où on le découvre. Mais c'est un film très prévisible dans ses péripéties et trop rapide dans sa narration. Si le film avait pris 20 minutes de plus pour développer la relation entre ses personnages en début de film et pour véritablement développer l'univers des 4 royaumes, il aurait pu être très bon, voire excellent. En soi, c'est un film de Noël, tout ce qu'il y a de plus sympathique, mais une version longue pourrait corriger le film et le rendre vraiment aussi bon qu'il ne pourrait l'être. Ocean's 8. J'avoue que je n'ai pas vu les 3 autres films Ocean's, et de ce fait, je ne peux pas le comparer avec le reste de la saga. Mais, en lui-même, c'est un plutôt bon film de divertissement. Il y a un excellent casting, c'est bien rythmé, et même si ça n'est pas exceptionnel, le film a au moins le mérite de m'avoir donné envie de découvrir le reste des films Ocean's. Darkest Mind, Rebellion. Oui, c'est un teen movie fait pour lancer une nouvelle franchise. Oui, en termes d'histoire, il y a certains points qui sont assez prévisibles. Oui, tu sens que dans certains décors, le film a eu un budget assez limité. Mais, en termes d'univers, le film est vraiment sympa, les acteurs s'en sortent bien, et comparé à d'autres teen movies comme par exemple la saga Divergente, c'est bien plus prenant, bien mieux fait et bien plus intéressant car, pour le coup, j'ai envie de voir la suite. J'espère que le film a rencontré assez de succès en salle pour engendrer une suite, car ce serait frustrant que des sagas comme Twilight, Underworld ou Divergente aient eu droit à leur suite, et pas ce film. The Death of Superman. Autre film d'animation DC Comics sorti cette année, et c'est le 3e film centré sur Superman, avec Superman Returns et Man of Steel, que j'apprécie vraiment, et ce pour une raison très simple. C'est dans ces films-là que l'on voit le réel potentiel de Superman, où l'on voit toute l'étendue de sa puissance. Et je trouve personnellement que c'est bien plus intéressant que d'exploiter le côté boy scout du personnage. C'est loin d'être le film marquant de Superman, mais je le considère aisément comme largement meilleur que la tétralogie initiée par Richard Donner. Et là j'attends les fanboys au tournant. Batman Ninja. Dernier film d'animation DC Comics dont on parlera dans cette vidéo est certainement le plus surprenant de l'année. Surprenant dans son concept, à savoir retranscrire l'univers de Batman dans un Japon médiéval, surprenant dans son style graphique, faisant de l'image de synthèse avec un style très dessiné qui fonctionne, et surprenant dans sa mise en scène, beaucoup plus mobile mais qui garde une certaine lisibilité dans l'action. C'est un film d'animation répondant plus au code de la Japanimation, avec par exemple un final partant dans le genre du mecha. C'est un film qui ne plaira pas à tout le monde, je le conçois, mais moi ça m'a énormément plu et le seul véritable reproche que j'aurais à lui faire est d'avoir cherché à lier son histoire avec l'univers classique de Gotham City au lieu de simplement assumer pleinement son concept de faire un film Batman dans le Japon médiéval, contrairement à un autre film DC Comics dont on parlera cette fois dans le top. Solo, A Star Wars Story. Sans hésiter le film dont on a le plus exagéré la nullité. Je suis le premier à dire que c'est le film Star Wars le plus faible et le moins intéressant. Mais techniquement il reste bien foutu, les acteurs dans l'ensemble s'en sortent bien, Alden Ehrenreich a certes ses moments de faiblesse, mais de là à dire qu'il ne sait pas jouer c'est grandement exagéré. Et oui, c'est peut-être un film qui n'était pas nécessaire, c'est peut-être un film inutile, mais... c'est un peu le principe du spin-off, raconter un pan de l'histoire qu'il n'était pas nécessaire de raconter. En vrai, ce film n'est pas mauvais, son vrai problème est d'être juste bien et d'appartenir à Star Wars.
C'est la combinaison de ces deux éléments qui fait que les gens crient au viol car il y a eu un ressenti de désacralisation de Star Wars. Et j'ai beau être un énorme fan de Star Wars, je n'ai jamais crié haut et fort que cette licence était parfaite. Comme toutes les licences, elle a ses hauts et ses bas. Et si cette année, c'est plus le bas qu'elle nous a offert, non, la licence n'est pas ruinée, non, elle ne s'est pas banalisée, et non, ce film ne mérite pas toute la haine qu'il s'est mangé dans la figure. Sans un bruit. C'est un bon film post-apocalyptique avec un excellent concept et qui amène à d'excellentes scènes de tension très prenantes. Les acteurs sont excellents, la gestion du son est impeccable et immersive, et le fait d'avoir très peu de dialogue n'est absolument pas gênant. Cela dit, tu sens que le film a rapidement fait le tour de son potentiel. Le film aurait été plus long que ça aurait senti la redite. Et vu qu'apparemment une suite est envisagée suite au succès du film, ça me fait un peu peur. À moins de mettre un autre réal à la barre qui saurait aborder le sujet sous un nouvel angle d'attaque. Et enfin, le dernier film de ce bof film est Robin des Bois. J'avais une crainte par rapport à ce film en voyant le trailer, c'était de me retrouver face à un sourd roi Arthur de Guy Ritchie, c'est-à-dire une adaptation assez libre de cette histoire, modernisée et aux scènes d'action dynamiques, mais en moins prenant. Et ça a pas loupé. Tu sens que le film a du potentiel. Le film en soi est un très bon divertissement avec un bon casting, de bons visuels, mais contrairement à ce qu'a fait Guy Ritchie en 2017, tu sens que le film se retient un peu et qu'il aurait pu aller encore plus loin dans son délire. Résultat, on a un bon divertissement, mais qui, avec un peu de volonté, aurait pu être bien meilleur. Et voilà, c'est avec Robin des Bois que se conclut ce bof film. Du coup, qu'avez-vous pensé de ces films? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Si vous voulez continuer ce bilan avec moi, je vous invite à voir le top 20 des meilleurs films de l'année. Et si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez également voir le flop 10 de l'année. Et si vous me quittez, eh bien merci d'avoir regardé la vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas de mater des films. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao! Game over.